justement, euh, il faut changer à la fois tous les objectifs. Parce que maintenant, quand on regarde les vieux textes pédagogiques, on vous disait, à l'école, on doit apprendre ce que l'on ne peut pas oublier, ce qu'on ne peut pas ignorer. C'est pas possible. Il y a tellement de choses, on ne peut plus avoir comme ambition d'apprendre tout aux enfants. C'est pas possible. Hein? Alors ce qu'il faut développer, c'est des aptitudes à s'adapter aux nouvelles situations. Ça, c'est important. Des situations que nous ne connaissons même pas actuellement, on ne sait pas, ces situations, parce que qu'est-ce qu'elles seront? Vous comprenez? Il n'y a qu'à voir les modifications d'ordinateur, par exemple. Moi, il y a 20 ans, il y a 25 ans, je ne sais pas me servir d'un ordinateur. Puis maintenant que j'en ai un, dès que je me lève le matin, j'allume mon ordinateur, toute la journée, je travaille avec ça. C'est ça le problème. Alors quant aux enfants, aux petits-enfants, alors n'en parlons pas. Alors je crois qu'il faut remettre en cause tous les objectifs fondamentaux de l'école. On a gardé les vieilles phrases, les vieilles formules. Et d'une part, on a maintenant un public qui n'est plus du tout le public que j'ai connu, moi. J'étais dans une école à Paris. À un moment donné, un petit Espagnol est venu. Un petit Espagnol. Un Espagnol à l'école. Vous vous rendez compte? Tout le monde se précipitait pour voir ce petit Espagnol. C'est ça. Et maintenant, dans les classes, vous avez 30-40% d'enfants étrangers qui ne parlent pas le français. Il faut leur apprendre le français. Enfin, vous voyez, c'est des conditions tout à fait différentes. Donc, on ne peut plus considérer l'école comme uniquement s'adressant à un groupe d'enfants identiques, semblables, ayant les mêmes repères culturels, par exemple. Il est certain que maintenant, dans les écoles primaires, vous avez des enfants de toutes les nationalités, les parents font n'importe dans des professions différentes. Donc l'école doit s'adapter à un public qui n'est plus homogène comme avant. Avant, on le mettait de sa classe devant un groupe d'enfants qui considéraient tous comme les mêmes. Ceux qui réussissaient très bien, ceux qui ne réussissaient pas, on disait ce sont des imbéciles, sans se apercevoir que parce qu'ils n'étaient pas intéressés par ce qu'on faisait. C'est ça le problème. Alors ça, il faut changer, je crois, les finalités. Il faut changer aussi les contenus. Vous comprenez, on ne peut plus enseigner maintenant ce que nous avons appris. Ma fille, ces temps-ci, m'avait apporté un document où on donnait c'était des cahiers d'élèves il y a en 1920-1930. Quand on voit ça, et quand on voit ce qu'on apprenait à ce moment-là, quand j'ai passé ça se fait d'études, moi, vous savez, ça se fait d'études, c'est le premier examen qu'on passe à 11-12 ans. Une question d'oral, l'instructeur qui m'a interrogé m'a dit « Dites-moi d'où la Seine prend-elle sa source ?» Vous allez me dire tous les départements qu'elle traverse. Et pour chaque fois, vous me donnerez le chef-lieu et la sous-préfecture. Vous comprenez? D'accord. Je le savais à ce moment-là, que j'ai totalement oublié. Oui. Hein? Il est certain que les contenus ne sont plus du tout maintenant ceux qui étaient valables il y a 25 ou 30 ans. Et quand on voit l'intérêt des jeunes pour l'informatique, pour les questions modernes, il est certain que nos vieux programmes sont à mettre au feu, quoi. Il y a ça, il faut changer les méthodes. Moi j'ai connu pas vous peut-être mais le maître parlait, les élèves écoutaient. Oui.
Un jour, une petite fille rentre chez elle et sa maman lui dit « Qu'est-ce que tu as fait ce matin ?» Je dis « J'ai rien fait. » « Comment tu n'as rien fait ?»« Non, c'est la maîtresse qui a parlé tout le temps. » Vous comprenez? C'est ça le problème. Il n'y avait aucune participation. On a le droit de rien dire. Vous ne vous rendez pas compte parce que c'était une situation qui était telle qu'on était réellement obligé de jouer le rôle de récepteur. On écoutait, mais on ne peut même pas réagir, on ne peut rien dire. Alors les méthodes sont à changer maintenant, évidemment. La participation, le travail de groupe, etc. Bon. Tous les problèmes d'évaluation sont à changer. Dans mon temps, et dans mon temps, il n'y a pas quand même si longtemps que ça, on faisait une dictée, 5 fautes, 0 élimination. Hein? Et pour nous, c'était la hantise. Moi, je n'étais pas très fort en orthographe, c'était la hantise, la dictée, parce que dans un concours quelconque, 5 fautes, élimination, 0. Oui, mais vous comprenez, c'est combien de personnes ont été comme ça éliminées alors qu'ils avaient d'autres qualités à côté, mais ils faisaient des fautes d'orthographe. Et alors, comme en français, ce n'est pas comme en espagnol, il n'y a pas de relation entre l'oral et l'écrit. Oui. Hein? Chez vous, pratiquement l'écriture suit l'oral. Oui. Actuellement, j'ai une petite Polonaise qui va travailler chez moi, là, intelligente d'ailleurs, et je lui apprends à écrire, parce qu'elle parle très bien le français, mais elle n'a jamais appris à écrire. D'accord. Oui, c'est pas évident. C'est là où je vois les difficultés, hein, parce que elle me parle très bien. Alors je lui dis, on va écrire ça ensemble. Alors, il est certain que il y a tout un changement de... Alors l'évaluation, c'est pareil, quoi. On n'évalue plus maintenant sur les connaissances seulement, mais sur l'ensemble des compétences, sur les qualités de l'individu, sur ce qu'il est capable de faire, vous comprenez? On voit tout a changé réellement. On est dans une période où j'ai l'impression qu'on n'a pas encore, le gouvernement actuel n'a pas encore pris conscience de l'importance de cette tâche. Quand il réformer l'école, c'est réellement la réformer de fond en comble. Sinon, on retombe dans les vieilles méthodes, les vieux trucs. Quand on voit qu'il y a encore des gens qui prêchent sur apprendre le PA, PA, PE, PE. Alors que les enfants apprennent maintenant à lire partout. Dans mon temps, j'avais jamais un truc comme ça avec du texte. Au moins, il n'y avait pas, parce que il n'y avait pas chez moi. On n'a pas de jus comme ça. Alors, ce qui fait que, normalement, si on ne prend pas réellement comment dirais-je, la volonté de reprendre tout à zéro, on pose des rustines, comme sur un vieux pneu. Alors on bouche les trous. Alors on fait des choses, oui, on fait des choses, on bouge des trous. Alors sur ce plan, moi je suis tout à fait beaucoup plus révolutionnaire que les ancêtres. Tandis que maintenant on sait bien que la place des jeunes sont les jeunes qui sont toujours à l'avance des progrès, qui sont à l'avance des découvertes scientifiques, qui sont à l'avance des méthodes nouvelles, etc. C'est certain que la jeunesse, pour moi, c'est réellement l'élément dynamique de la société. Alors qu'avant, ça passait au second plan, c'était les adultes. Maintenant, je crois que notre point de vue, enfin moi, mon point de vue en tant qu'éducateur, c'est que les jeunes correspondent à la masse dynamique de la société, et c'est eux qu'il faut aider. Les vieux, je ne dis pas qu'il faut les mettre au rencard, hein, non, mais c'est les jeunes qui doivent jouer un rôle fondamental, et on voit bien d'ailleurs, la plupart des recherches ou des résultats sont souvent des gens qui sont jeunes qui les ont. Bon, ça ne veut pas dire qu'en vieillissant, on a de l'expérience, on a des connaissances, d'accord, mais je crois qu'il faut
laisser une place importante aux jeunes. Et quand on regarde par exemple nos assemblées nationales ou le Sénat, quand on voit l'âge moyen des gens, on se dit comment ils peuvent vivre ces gens-là dans un monde qui a tellement changé. Ils sont presque des étrangers dans ce monde. Alors que les jeunes, vous, votre génération, vous vivez dans le temps et vous pouvez profiter de toutes les réalités, de tous les progrès techniques qui sont arrivés. Alors que nous, c'est plus difficile. Moi, je m'efforce de suivre, mais je sens bien que sur certains points, les jeunes sont bien plus... Souvent, je fais appel à mes petits-enfants pour m'aider à un certain problème. C'est ça le problème. Envoyer la place de la jeunesse, c'est important. Et qu'est-ce que vous pensez sur le marché du travail aujourd'hui? Ah. Alors là, c'est difficile parce que je ne sais pas si là encore l'école prépare bien au monde du travail. Alors, parce que là encore, on vit sur une période historique où l'école était séparée du monde du travail. Hein? Le monde du travail, c'était l'enseignement technique. Et dans les classes, jamais on parlait réellement du monde du travail tel qu'il était. Ça faisait partie du monde politique, du monde bon. Et il est certain que maintenant, l'école ne peut plus rester étrangère aux évolutions professionnelles. Et on le voit en particulier dans l'enseignement technique. Quand on voit les machines utilisées dans l'enseignement technique, très souvent, ce sont encore des machines qui étaient utilisées il y a 10 ans. Alors on fait travailler les jeunes sur ces machines il y a 10 ans qui ne trouveront pas dans la pratique. Puisque quand ils arriveront au monde du travail, il y aura des machines qui ont évolué. Alors là, il y aura un très gros effort à faire. Et je pense qu'il faudrait trouver un corps d'enseignants, à la fois compétents sur le plan, disons, de la culture générale et compétents sur le plan professionnel, pour assurer la liaison entre les deux. Parce que les maîtres qui ont une formation académique, etc., ne sont pas au courant des progrès de la profession. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse les aider à assurer la liaison entre les deux. Parce que quand on découvre les professions, on est étonné. Moi, j'ai passé, il y a très longtemps évidemment, le professorat de l'enseignement technique. J'ai enseigné dans les écoles normales supérieures de l'enseignement technique. Et j'ai découvert un monde que j'ignorais complètement. Et qui justement avait sa culture à lui, et puis des gens d'une véritable culture mathématique et scientifique, par exemple. J'avais un collègue à l'école normale de l'enseignement technique qui était capable d'attaquer au moins des problèmes d'agrégation de mathématiques et de physique. Et un jour, moi je travaillais sur préparer l'agrégation mathématique, je travaillais là-dessus, il est passé en regardant, il m'a donné un coup de main, mais alors. Et ce gars-là, il était professeur de bâtiment. Oui, mais le bâtiment, pris au sens le meilleur du terme, avec toutes les résistances des matériaux et tout, etc. Voilà, c'est ça le problème. Alors je pense que l'école a un gros effort à faire pour s'ouvrir sur le monde professionnel. Alors il ne faut pas qu'elle soit automatiquement aux ordres de la profession, hein, mais qu'elle développe une culture suffisamment ouverte pour que les jeunes puissent facilement s'adapter aux formes modernes du travail, qui évoluent avec une rapidité extraordinaire. Quand on visite les usines, c'est éblouissant.
quand j'étais ici assistant à l'école normale supérieure, ici, j'emmenais tous les ans mes futurs inspecteurs visiter les usines Renault, par exemple, les usines Citroën. Et d'année en année, on voyait les différences de travail et tout. Alors il faut que l'école ne néglige pas cette évolution professionnelle et qu'elle sache qu'elle doit préparer aussi les jeunes à s'adapter aux nouvelles situations professionnelles. C'est ça la question que vous voulez poser? Oui, tout à fait. Alors, Et je pense qu'on a couvert tous les points. Je ne sais pas si on